Oui, vieux man. Merci Cyril pour les 1,20 €. Merci beaucoup. Je vais pouvoir me payer une canette. Et comme ça, je pourrais me nourrir de canettes. Merci beaucoup. Bon, on part sur Vieux Man. On y va, on enchaîne. Là, sinon, le stream, il va durer 10 000 ans. Let's go, Vieux Man, hein. Let's go. Bon alors, bon, j'ai vu le film, mais comme j'avais dit, pour les gens qui n'étaient pas là au début, déjà, regardez sa tête là, vraiment un petit chien. Ça me perturbe qu'il ait coupé ses cheveux, on dirait un petit chien. J'ai vu le film, mais le film durait 3h15. Je pensais faire un stream hier, mais du coup, je me suis rendu compte de la durée du film. Et du coup, je me suis dit, mince, je vais pas voir le film avant. Et donc, j'ai reporté le stream à ce soir. Enfin, cette nuit. Enfin, ce matin, je ne sais pas. J'ai plus la notion du temps. Mais sinon... bon, désolé, je me suis endormi devant. J'ai vu les 2/3. J'ai vu les 2/3 et je me suis endormi devant. Donc j'ai pas vu la fin. Bon, c'est la vieillesse. Ouais, ça doit être ça. Mais en soi, le film, bon, moi j'ai bien aimé, ça va. C'est juste, c'est long, mais j'ai bien aimé. Mais j'ai pas vu la fin, du coup, mais je vais essayer de vous résumer sans la fin. On va faire ça. Bon, allez, let's go. Et nous n'aurons le sang que pour dégénérer. Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire, cette sorte de vie est bien imaginée. Ah, les petites intros là. Et le moindre moment d'un bonheur... Vous pouvez pas mater le dernier tiers en prenant ton petit déj? C'est vrai que j'aurais pu faire ça. souhaité mieux qu'une si froide et vaine Mais c'était long quand même. pas éluder à la postérité ce qu'elle méritait. On n'a rien à attendre. Et de toute façon, je vais essayer de vous expliquer le film, mais à mon avis, ça sera pas la bonne explication, mais c'est ça qui va être rigolo. C'est que, en fait, j'ai pas compris vraiment le film. Genre, j'ai pas tout compris et ouais. J'étais un peu sur mon téléphone. Tiens, par contre, j'ai appris durant le film que ça, ce qu'elle a autour du cou, on appelait ça un python. Vous le saviez, ça? Ça s'appelle un python. Les écharpes comme ça, les trucs un peu froufrou. Mais je savais pas que ça s'appelait un python, moi. Un boa? Non, un boa, on dit un boa, c'est ça, non? Putain, je savais pas qu'on disait un boa. Mais du coup, à un moment, j'étais perturbé parce que dans le film, elle disait « Ah, j'ai perdu mon boa ». Je me disais « Mais attends, au début du film, elle a un boa autour du cou. J'ai raté quelque chose. Pardon. » Regardez, mais ça, c'est son plaisir. Je crois qu'il... On est bien d'accord qu'il s'est mis dans le parc, hein. Son plaisir, ça a été de prendre le même bouquin et se mettre dans le même parc, hein. Quel plaisir. Alors que nous raconte le film? Le film nous raconte les aventures de deux meufs qui ne sont pas Gwyn, bien évidemment, parce que dans les années 70, bah, il y en a, mais bon, c'est difficile à montrer au cinéma. Bah, disons, elles sont Gwyn, mais elles sont Gwyn de façon platonique. En gros, il y a cette meuf-là, la rousse, qui lit son bouquin sur un banc. Au début du film, elle lit un bouquin de magie. Et là, elle voit cette meuf-là qui passe et qui fait tomber ses lunettes. Elles sont pas Gwyn, mais colocataires, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi le nom? C'est Samantha et Barbara partent en bateau. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez. C'est quoi le nom déjà? Céline et Julie vont en bateau. Voilà, c'est ça. En gros, attends, je vais me chercher de l'eau parce que j'ai la gorge. Oui. Bon, en gros,
elles sont colocs comme Marine, voilà, c'est ça. C'est comme Marine Le Pen et son amie d'enfance qui vivent en colocation. Voilà, il y a pas, c'est pas lesbienne, il y a rien de ça. C'est de l'amitié. Voilà. Donc c'est un film qui parle d'amitié féminine très proche. Voilà, entre deux femmes. Donc celle-ci qui perd ses lunettes dans un parc et l'autre qui lisait son bouquin et qui d'un coup remarque les lunettes et elle se dit « Oh là, je vais aller lui rendre ». Mais elle se met à traverser tout Paris pour essayer de lui rendre ses lunettes. Elle prend le métro, elle la suit. Et finalement, elle se rend compte comme ça. Et c'est un peu bizarre, en fait, la connexion se fait très vite. Et au bout de même pas 20 minutes, cette meuf-là, elle finit par finir par habiter chez l'autre meuf. Donc elles sont vraiment en mode goudou, ouais, oui. Elles sont pas goudou, elles ont juste un chat et un sapin de Noël. Oui, voilà, c'est ça. Mais en gros, bon voilà, elles finissent par habiter ensemble. Et la rousse, donc celle-là, elle est bibliothécaire et elle est prestidigitatrice dans un cirque. Et en fait, il y a une histoire un peu bizarre qui se met en place, c'est que elles vont visiter une maison qui est une maison proche de la maison d'enfance de cette meuf-là. Et dans cette maison, quand elles y vont, elles oublient tout ce qui s'est passé et elles doivent prendre des espèces de cachetons pour se souvenir de ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est passé une histoire un peu de meurtre bizarre dans cette maison. Sur fond de romance à l'eau de rose et on ne sait pas vraiment qui a tué qui. Bon, c'est un peu bizarre. Voilà le film. Et globalement, je ne sais pas la fin. Donc, on va voir comment Vieux Man raconte ça. Bien mieux que moi, bien sûr. Le plus souvent, ça a commencé comme ça. Nous sommes en haut de la colline Montmartre, au zénith de Paris, dans le square Suzanne Buisson. Il a l'air bien, il a l'air sympa ce square. Bon, après, c'est Montmartre. Hein. C'est très cher Montmartre, on est d'accord. Hein. C'est hors de prix. Moi, j'y étais, je crois que j'y étais une fois en passant par Paris, mais... C'est ici qu'eut lieu la céphalophorie lumineuse, le miracle qui accompagne le baptême chrétien de la ville. Elle apparaît dans la géographie de Saint-Denis, patron de Paris, écrite au IXe siècle par l'abbé Hilduin. C'est l'exécution par décapitation de Saint-Denis, le 9 octobre 270, à l'angle des actuelles rues Girardon et de l'Abreuvoir. Putain, désolé, je m'étrangle, j'ai bu trop vite. Non mais le plaisir que ça va être cette vidéo aussi, bon moi je suis pas parisienne donc je peux pas autant partager ce plaisir, mais pour les Parisiens, c'est que c'est un film qui est un film où tu sens un amour de Paris, analysé par un amoureux de Paris, donc j'imagine que la valeur ajoutée va être particulière. Faut savoir que Vieux Man, je crois que Vieux Man a de... Il n'y a pas un lore où il a fait des visites guidées de Paris, ou alors il a fait des vidéos ou des livres où il parlait de Paris, je sais plus. Mais c'est un connaisseur de la ville, quoi. Bref. Défiant les lois de la logique la plus élémentaire, Denis, fraîchement décapité, récupère sa tête coupée sur le sol et la fait boire à la fontaine. Wow. Puis il marche, tête coupée sous le bras, pendant 6 kilomètres jusqu'à la ville qui porte aujourd'hui son nom. La fontaine est toujours là aujourd'hui, dans le square Suzanne Buisson, mais nous ne la verrons pas dans le film dont nous nous apprêtons à parler. Comme nous ne verrons pas non plus la statue de Saint-Denis qui la domine, sa tête coupée entre les mains. Mais nous pourrons sentir sa présence, ou plutôt la présence de son absence, la présence de son remplacement. Car Céline et Julie vont en bateau est un nouveau baptême de Paris. Et c'est beaucoup plus encore. C'est à la fois la date de naissance du nouvel ère et le rappel d'un combat très ancien. Une guerre qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années. Céline Quelle guerre? et Julie vont en bateau est un manifeste. C'est un film de magie Guerre contre les moustiques. Ça, c'est vrai que ça a toujours existé, je pense. opérative qui va changer la vie. À chaque fois qu'on le voit, il nous regarde. À chaque fois qu'on le convoque, il exorcise une à une toutes les forces qui tentent de nous paralyser dans notre détermination. Céline et Julie vont en bateau n'est pas seulement un des plus beaux films du monde, c'est un talisman ayant pris vie. Bienvenue dans la fin du film. Ah ouais. Épisode 9. Mais c'est vrai que, je vous jure, hein, moi, j'ai le plaisir que j'ai eu au début du film... Mais après, il y a d'autres scènes et tout ça, mais bien, en fait, surtout le plaisir du début du film, c'est cette déambulation dans les rues de Paris, de voir l'ancien système de métro, de tramway, de voir les vieilles voitures circuler. C'est pas des lieux que je connais, mais rien que voir la ville à cette époque et voir Paris et ses rues bien entretenues et tout ça, c'est beau, ça fait plaisir, c'est un bond dans le passé, quoi. Si vous voulez voir un Paris des années 70, allez voir le film. Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Je pense que le point gnostique va être... ouais, je pense qu'il va en parler. Ça le démange trop d'en parler.
Le film commence par un générique ornementé d'une typographie Art Nouveau et une musique nostalgique, avec un piano ragtime et des voix amateurs chantant des paroles à moitié inaudibles. Céline et Julie vont en bateau à un sous-titre, peut-être un deuxième titre, Phantom Ladies Over Paris. On voit apparaître un premier carton rappelant l'esthétique des films muets. Le plus souvent, ça commençait comme ça. Le plus souvent, donc, ça commence Square Suzanne Buisson, tenant dans une main le traité méthodique de magie pratique de Papus, un occultiste français de la fin du XIXe siècle. Une jeune femme rousse trace un pentacle sur le sable. Soudain, une autre Voilà, elle est en mode sorcière, quoi. femme apparaît, brune, aux vêtements colorés, avec un boa de music-hall. Elle fait tomber ses lunettes de soleil. La rousse ramasse les lunettes et se met à poursuivre la brune, qui se met subitement à courir sur l'allée des brouillards. Oui, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est un peu... Là, on a une métaphore de la magie. Du coup, c'est un peu la magie de la rencontre mystérieuse. Et du coup, elle s'accroche à ça parce qu'elle se dit qu'il y a peut-être un destin, une alchimie dans cette rencontre. C'est un peu ce que ça figure, en fait. Oui, du coup, elle perd ça aussi. La jeune femme brune perd successivement un foulard et une poupée. Elle prend le funiculaire et se rend en haut de la rue du Calvaire, dans un petit théâtre où elle officie comme magicienne. Oui, en plus, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle poursuit l'autre, mais au bout d'un moment, la meuf, elle se rend juste compte qu'elle est poursuivie. C'est même pas elle la poursuit et la meuf, elle fait sa vie et elle court. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, la meuf se sent poursuivie et continue de courir. Genre, en fait, il y a presque un jeu de chat à la souris où tu comprends pas pourquoi la meuf, elle fuit. Un point de montage Voilà, genre ça. C'est-à-dire que la meuf est là et elle lui claque la porte au nez. Enfin, c'est trop bizarre. et les deux femmes sont en banlieue, à Colombes. Oui. La brune entre dans un hôtel, La Colombe. Elle remplit une fiche. Céline Sandrard, née le 15 janvier 1950 à Singapour, magicienne. L'autre, Julie donc, est dehors. Et Céline l'observe depuis la fenêtre de sa chambre. Moi, je suis désolé. Là, c'est pas des lesbiennes, c'est des colocataires. Non, mais désolé, quand tu poursuis une meuf comme ça, dans tout Paris jusqu'à Colombes, et que tu restes devant sa fenêtre quand elle prend une chambre d'hôtel, bon. Pour moi, c'est lesbien, mais c'est surtout très toxique. Qu'on se le dise, quoi. Hein? Ça n'empêche pas des lesbiennes d'être toxiques, oui. Du harcèlement, voilà, le film de harceleur. Hein. Mais non, mais c'est de la magie. Voilà, c'est pas du harcèlement, c'est de la magie. C'est la rencontre mystérieuse, c'est magique. C'est le destin. Le film a démarré depuis déjà 13 minutes et tout ce à quoi on a assisté pour l'instant, c'est à une poursuite pour rire, sans dialogue, par deux filles qui semblent plus jouer à se poursuivre qu'à se poursuivre vraiment. Oui. Un nouveau carton apparaît, mais le lendemain matin. Carton qui sera répété 5 fois dans le film, au commencement de chaque nouvelle journée. Julie retourne à Colombes. Elle retrouve Céline au bar de la gare et lui restitue son foulard et ses lunettes. « Merci, monsieur », dit Céline. « Merci, monsieur. » Non, je prends pas de café. C'est un dialogue bien film français. Un dialogue pour rire, un dialogue joué qui annonce le flot de paroles comiques, absurdes et légères qui émailleront le récit. À part ces deux scènes à Colombes et l'image quasi finale du bateau sur la rivière, tout le film va se passer à Paris. Mais c'est un Paris estival, un Paris si vide qu'on ne s'étonnera pas de voir les mêmes figurants dans plusieurs scènes distinctes. Ainsi, le cinéaste Jean Eustache, non crédité au générique, qui apparaît successivement dans la bibliothèque comme lecteur et dans le petit théâtre comme dragueur. Eustache pourrait d'ailleurs jouer le même personnage. Une de ces ça, je pouvais pas savoir. Personnes qu'on se met soudain à croiser à répétition, l'été à Paris, quand les rues sont presque vides parce que tout le monde est parti en vacances. Julie travaille comme bibliothécaire. Elle a une copine de boulot nommée Lille. Et toutes les deux se tirent le tarot alors qu'elles s'ennuient pendant de longues journées d'été. Moi, je trouve ça, je sais pas, moi j'ai un affect avec les meufs qui tirent les cartes et tout ça. Bah, des fois, il y a des mecs, mais plus des meufs. Moi, ma daronne, elle le fait. Elle l'a toujours fait, donc je sais pas, à chaque fois, c'est intime quand les gens tirent les cartes. Le passé, le pendu, ce qui est en bas est en haut, ton avenir est derrière toi. Les cartes de Julie n'annoncent rien de bon,
mais Lille les lui interprète de façon très positive. Ah, mais tu es protégée par ton grand-papa l'ermite. Tu n'avances pas. Tu avances, mais dans l'immobilité totale de... La stagnation. La stagnation. La stagnation triomphante. À la différence de sa collègue, Julie ne se raconte pas d'histoire. Ses cartes sont mauvaises, son avenir est pourri. Elle est confinée à sa bibliothèque et elle s'est visiblement résignée à une existence morne et terne. Oui, elle s'emmerde, quoi. À moins que le signe magique... Et c'est vrai qu'en plus, pour avoir bossé dans une bibliothèque, même chez les employés de bibliothèque, tu sens ce mood-là, quoi. Ils savent que leur vie va pas être incroyable. Bon, ils sont dans les bouquins. À la limite, leur petit frisson, c'est de dire à quelqu'un chut, moins fort. Voilà, c'est tout. inscrit sur le sable du square ne modifie... Après, je les aimais bien, justement. Il y avait aussi une légèreté de vivre dans les bibliothèques. Les gens étaient cool aussi, quoi. le sens des cartes, à moins surtout que la rencontre avec Céline ne transmute sa magie spéculative en magie opérative. Ouais, c'est ça, c'est Dame de CDI versus l'aventurière. C'est ça, cette rencontre. Très Gwyn, hein, comme rencontre. Pendant tout ce temps, Céline est là, derrière elle, cachée derrière un album de Bécassine. Dans une scène de télépathie entre les deux femmes, Céline décide... Moi, en fait, j'ai presque envie de dire que grâce à cette meuf, elle va peut-être mettre le doigt sur quelque chose dans sa vie, quoi. Voilà, parce que... Bon. dessine le contour de sa main dans un album et Julie inscrit les empreintes de ses doigts sur un papier. Retour au square Suzanne Buisson. Julie lit à nouveau son livre de Papus et récite des formules magiques. Elle semble découragée. Pourquoi la télépathie ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle sait pas que la meuf est derrière elle, et elle a une intuition, elle se retourne et elle voit la meuf, elle est en mode « Ah, ok, j'ai capté ». Oui, genre en mode c'est magique. En fait, il y a beaucoup de... Enfin, je veux dire, le film tourne autour d'une métaphore de magie. Comme si la relation était un peu magique en soi, quoi. Retour au square Suzanne Buisson. Julie lit à nouveau son livre de Papus et récite des formules magiques. Elle semble découragée, comme si elle essayait de faire réapparaître Céline et n'y arrivait pas. Ah, très Gwyn, hein. Désolé, ma seule blague, ça va être de dire que c'est tellement Gwyn. Elle retourne chez elle, dans un immeuble de la rue Chappe, et comme par magie, Céline est là, dans les escaliers. Comment sait-elle où Julie vit? Aucune idée. Madame Michel, je vous ai déjà dit de plus laisser traîner vos cheveux. Je suis navrée. Elle est blessée, mais on ne sait pas d'où vient sa blessure. Elle se dit poursuivie, elle prend une douche et commence à raconter son histoire, mais une histoire extrêmement fantaisiste. Céline dit qu'elle revient d'Afrique. Moi, ma théorie, c'est qu'elle s'est cassé la gueule volontairement pour pouvoir dormir chez elle. Voilà, très Gwyn, hein. Théorie très Gwyn. Où elle était l'invitée de l'empereur des Pygmées. Elle avait un boa qu'elle mettait autour de son cou, un vrai boa. L'empereur lui aurait donné la peau du tigre du Bengale. Le Bengale? C'est une région d'Afrique où ce qu'on était. Vous connaissez? Le Bengale est en Inde, peu importe. Oui. C'est l'empereur des Pygmées qui m'avait invité. Voilà, on est dans les années 70, hein. Oh, Zouba la géante était jalouse. Bon, après, moi, je sais pas placer le Bengale sur une carte, hein, donc... elle voulait épouser l'empereur des Pygmées qui m'avait donné la peau du tigre. Elle a chopé des abîmes et perdu ses cheveux. Mais à Hong Kong, un Japonais l'a soignée en lui faisant de la coupe. Pas de boobs dans le film? Non. D'ailleurs, en fait, j'ai trouvé ça mignon. Vieux man, il m'a envoyé un SMS pour s'excuser d'avoir mis des boobs. Parce que je lui ai envoyé un message en disant « Oh là là, il y avait des boobs !» C'est... Bon, voilà. Et il a dit « Oh, excuse-moi, je ferai attention à ne plus mettre de boobs. » Je trouvais ça trop mignon. Poncture. En écoutant toutes ces histoires, Julie s'amuse beaucoup. Alors, en vrai, il a raison. Elle s'amuse déjà Du coup, attendez, ça à moins me fait peur de... quand Céline commence à évoquer ceux qui la Non, c'est vrai, il a vraiment mis les extraits où il n'y a pas forcément... Bon, ça va. poursuivent. Comme si ça lui rappelait quelque chose. Un homme et deux femmes qu'il avait engagés comme nounou pour une petite fille de 7 ans. Une petite fille? Oui. Julie va lui chercher quelque chose à boire et nouveau moment télépathique, Céline lui dit « Je me taperais bien un foutu Bloody Mary. » Et elle lui rapporte un Bloody Mary. Mais t'as bien foutu Bloody Mary. Ah, waouh. C'est vraiment la magie qui opère. alors que Julie revient avec le On est fait l'une pour l'autre. cocktail en question. Mais le lendemain matin, Julie décide de se rendre dans la maison que Céline dit avoir fui. Difficile de dire comment l'adresse leur est apparue. Julie fait mine de croire que Céline la lui a donnée la veille, mais on l'a vue s'endormir avant. Je vous l'ai dit hier. Ah oui.
7 bis rue du Nadir aux Pommes. Une rue qui n'existe pas dans notre monde, mais qui existe dans le film. Le Nadir étant en astronomie le point le plus bas de la sphère céleste, opposé au zénith dans la direction verticale. Ah ouais, bah ça je l'avais... J'ai vu le film, je me suis dit, c'est ça. Le Nadir aux pommes est peut-être l'image d'un en deçà. Et aux pommes, parce que je me suis dit tarte aux pommes, Nadir aux pommes, du coup le point de la constellation, mais avec un goût de pomme, peut-être qu'on n'est pas vraiment dans la... Parce qu'il y a un goût de fraise dans l'espace, mais là on est peut-être dans un espace à goût de pomme. Face au sommet que représente la butte Montmartre. Le mot lui-même a sans doute été trouvé dans le livre de Papus, où page 126, le nadir est utilisé pour décrire l'angle septentrional où est située la maison du cancer, signe du début de l'été. Wow, un autre vieux man. Pendant que Julie se rend dans la maison, Céline, qui est restée rue Chappe, fouille la malle de Julie et trouve justement une photo de cette maison. Voilà, la fameuse maison un peu creepy, vous allez voir. Julie est expulsée de la maison du... C'est la framboise, le goût de l'espace? Ah ouais, ok. 7 bis rue du Nadir aux pommes, qui se referme derrière elle. Choquée, elle sort un bonbon orange de sa bouche et le range dans un mouchoir, tout en se rendant en taxi au petit théâtre de la rue du Calvaire. Pendant le spectacle de la Mandragore, Julie a des flashs de ce qu'elle a vécu dans l'après-midi. Oui, donc la meuf est magicienne et elle fait de la magie comme ça en mode cabaret. Une femme blonde regarde sa main blessée ou arrange des fleurs. Une femme brune retourne une poupée ou s'approche de la blonde qui se regarde dans le miroir. Une infirmière qui ressemble à Julie boit du whisky tiré d'une petite fiole et se débat avec la blonde. Une fois rentrée, Julie croque dans le bonbon et revoit des séquences plus longues de cette histoire, mais toujours dans le désordre. Oui, voilà, alors c'est ça le délire avec le bonbon qui est un peu spécial, c'est que, en gros, elles ont aucun souvenir de ce qui se passe dans cette maison quand elles y vont, mais quand elles bouffent le bonbon, elles se rappellent du passé. Oh, c'est magique, hein. Bon, là, c'est un peu moins Gwyn, mais... Je vois. Mais tu vois quoi? C'est l'histoire d'un veuf, de sa fille et de ses 2 prétendantes. On n'a pas le droit de faire jurer une chose pareille. Peut-être. Mais je suis le témoin de ce vœu. Bon, alors là, c'est le moment un peu maupassant du film. J'ai commencé à m'endormir. J'en suis la garante. Alors, pas avant, hein, mais c'est un moment où il y a beaucoup plus de ça. Alors, je trouvais que c'était long. Le veuf, c'est Olivier, en deuil depuis 1 an de Nathalie, la mère de la petite Madeleine. Il prend plaisir à séduire et à dominer 2 jeunes femmes, Sophie et Camille. Elles rivalisent en séduction pour le conquérir, mais il se refuse à elle par fidélité aux vœux de sa femme, qui ne voulait pas que Madeleine connaisse la souffrance du remariage. Ah, mais en fait, ça veut dire que le passé, c'était 2 meufs qui auraient dû être Gwyn, elles aussi, plutôt que séduire un mec, c'est ça? Pendant que Julie revit les scènes de la journée, Céline est morte de rire, jusqu'au moment où elle voit une main rouge imprimée sur le dos de Julie. Une main rouge? Ah ouais. J'ai pas vu ce détail. Elle est alors à 2 doigts de fuir, mais finalement elle reste. Elle décide même de s'impliquer dans cette histoire. Oui, bon, après elle fuit, mais c'est aussi parce qu'elle a pris le seum sur d'autres trucs. Mais le lendemain matin, cette fois-ci, c'est Céline qui va au 7 bis de la rue du Nadir aux pommes. Julie essaye de la rejoindre, mais la porte reste fermée. Mais non, c'est la main rouge, genre c'est un fantôme plein de peinture. Genre peut-être que dans cette maison, il y a un fantôme, il refait la peinture et... J'ai dit arrêtez, ne marchez pas là, la peinture est fraîche. Il a dit oh zut, j'ai mis de la peinture sur son épaule. Pardon. Elle tourne autour de la maison et retrouve soudain, dans la maison voisine, sa nourrice d'enfance, sa poupie, qui l'appelle mon petit bengali, comme le tigre de l'histoire de Céline. Julie! C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas toi. Mais Julie a vécu dans cette maison quand elle était enfant. Elle questionne sa poupie sur la petite de la maison d'en face. Eh bien, après ton départ, tu sais qu'elle était très malade, après ton départ, qui était chétive tout, après ton départ, un matin, tout le monde est parti, je ne les ai jamais revus. Jamais ils ne sont revenus. Aucune nouvelle. Donc là, on parle des gens qui sont dans cette scène, et quand ils mangent un bonbon, ils voient les gens qui, là, dans le moment présent, sont tous partis. Voilà. Tu te souviens de l'infirmière? Tu en avais peur. Le récit qui semblait inventé de toutes pièces par Céline lorsqu'elle le racontait au sortir de la douche et qui a fini par prendre corps quand Julie est entrée dans la maison. Bon, Feldup, c'est un peu mieux quand même là. Oh là là. Mais moi, ça suffit les mises aux muses sur ce chat. Hein. Là, on est en train d'apprécier de l'art comme un bon vin. Voilà, c'est en fait, regardez, avec son nouveau flow, Vieux Man est un peu comme un bon caviste
qui vient nous servir avec son beau costume couleur vin rouge, une bonne bouteille, et on est en train de l'apprécier dans les règles de l'art. Toi, t'es là en mode « Oh, Feld Up, c'est bien. Moi, quand je regarde Feld Up, c'est comme si je m'enfilais 3 bières en 10 minutes. » Bah ouais, bah vas-y, bah oui. Moi, j'apprécie le vin rouge avec Vieuxman. Laissez-moi, c'est mon petit plaisir. Et je sais que c'est pour ça que je le fais en fin de stream. C'est parce que je sais qu'il y a des gens, ils s'endorment devant ça, mais moi, j'aime bien. Trouve désormais une correspondance précise dans sa propre enfance. -5. Je dois m'en aller. Déjà. Julie retrouve Céline, expulsée par la maison et sous le choc. Et celle-ci a aussi la trace d'une main rouge sur le dos. Putain, mais le fantôme peintre, il est nul. Il est vraiment en mode « Oups, encore, mince, j'ai encore, oui. » C'est au tour de cette dernière de manger le bonbon, vert cette fois, et de continuer à raconter des morceaux épars de l'histoire. Putain, une sacrée pub pour Ricola. C'est la même histoire qu'hier, mais cette fois-ci, c'est Céline qui est à la place de l'infirmière. La guerre entre Delphine et Camille pour conquérir le cœur d'Olivier est aussi violente que vaine. Alors, que voulez-vous me dire? Rien que vous ne sachiez déjà. Alors là, c'est la bagarre entre elles. Là. Celui-ci est un pervers Je précise, parce que oui. qui, pendant qu'elles se battent pour gagner son amour, drague également l'infirmière. Et une image terrible apparaît, celle de la petite fille assassinée, une main rouge de sang sur son oreiller. Non, mais c'est le peintre. Mais le Il a dit « Oups, pardon. Désolé, la part de mince. » lendemain matin, alors que Céline retourne une deuxième fois au 7 bis rue du Nadir aux Pommes, Julie la remplace dans son numéro d'illusionniste. Monsieur Dédé, le patron du petit théâtre, a prévu d'envoyer la mandragore en tournée. Mais les gens avec qui il fricote sont très louches. Dans le costume de la mandragore, Julie insulte les comparses de Monsieur Dédé et épargne à Célie les conséquences potentiellement dramatiques de ce projet de tournée. Ah oui, parce qu'il y a un aspect du film qu'il n'a pas dit, c'est que successivement, il y a une des meufs qui va prendre l'identité de l'autre meuf. Alors ça, c'est une première scène. Elle prend l'identité de sa copine, de sa nouvelle coloc, hein, bien sûr, pour aller à un date avec un mec qui est amoureux d'elle et qui veut la marier, et pour faire exprès de casser la relation et d'humilier le mec pour que la relation s'arrête, pour se moquer un peu du gars. S'il n'y a pas un truc plus Gwyn que ça, je ne sais pas. Mais voilà, et elle, à son tour, elle prend l'identité de sa pote pour aller faire le numéro. Et bien évidemment, elle n'est pas magicienne, donc elle se met à insulter tout le monde. Bande de macros. Bande de macros cosmiques. Quand Julie retrouve Céline au sortir de la maison de la rue du Nadir aux Pommes, celle-ci a 2 bonbons dans la bouche, un orange. C'est un macrocosmique. Moi, l'expression, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il existe une dimension où il y a des êtres un peu genre Cthulhu et tout ça qui sont proxénètes? Je sais pas. Quand Julie retrouve Céline au sortir de la maison de la rue du Nadir aux Pommes, celle-ci a 2 bonbons dans la bouche, un orange et un vert. Elles les avalent ensemble et peuvent désormais regarder à 2 les souvenirs de la maison, comme des spectatrices de films. Elles n'ont plus peur du tout. Elles sont mortes de rire. Et nous aussi. Attends-moi, j'enlève les poils. Oui, toutes les deux, je t'attends. Allez. Attends, 1, 2, 3. Et voilà, elles sont toutes contentes, elles prennent leurs bonbons et elles se matent le film du passé. Dans la maison du 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes, tout le monde est Et malade. c'est là que je me suis endormi, je m'en rappelle. Madeleine est chétive et toujours en chemise de nuit. Sophie ne supporte pas la vue des fleurs. Cette chose, vous le savez bien. Camille a vu du sang. Et l'infirmière finit par avouer, la vue d'un poisson me donne des amnésies. C'est impossible. La seule vue d'un poisson me provoque des amnésies. Même Olivier n'a pas C'est une maison de fous. tellement bonne mine. Il y avait de l'exta dans le thé. Bien sombre, Olivier. Je n'aime pas vous voir ainsi. En bon dominant, il est lui-même dominé par sa propre domination. Votre sollicitude me touche, Sophie. Mais j'ai tout lieu de l'être. Les démons finissent toujours par souffrir de leurs propres méfaits. Ce que Céline et Julie comprennent, et nous avec elles, c'est que si cette journée se répète indéfiniment, c'est parce que nous continuons à nous poser de mauvaises questions. Mais Nous nous demandons Qu'est-ce qui qui, lui de arrive Camille ou de Delphine, voire de l'infirmière ou d'Olivier, a tué la petite fille. Une énigme que jamais le film ne permettra d'élucider. Ah, donc on saura jamais. Attendez, je suis dégoûté. Moi, je pensais que j'avais raté la fin et... D'élucider. On saura pas. Hein.
Mais on peut se dire peut-être qu'un tel a tué un autre. Mais peut-être que Vieux Man a la réponse, lui. Céline et Julie se posent alors la bonne question, la question révolutionnaire. Comment sauver la petite fille? Il faut à tout prix la sauver, Il faut qu'elle devienne Gwyn. Voilà, mais en fait, il n'y a rien que ça. Le lesbianisme politique. Voilà. Et elles s'endorment après s'être dit, cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Il était que cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Pas comme les autres fois. Mais le lendemain matin, Céline et Julie décident donc d'entrer ensemble, à deux, dans la maison du Nadir aux pommes. Elles se préparent, elles font de nombreux rituels magiques, placent leurs doigts des yeux de bébés dinosaures. Incroyable. Et elles entrent lucides dans la maison. Ah ouais, elles sont Elles fichent un bazar sans nom, ridiculisent les fantômes. Déconnent à plein tube. Ah oui, parce que bien sûr, quand elles vont dans le passé, elles sont là, elles sont dans la scène. Place un œil de bébé. Pourquoi bébé dinosaure? Parce que apparemment, c'est magique. Il y a un moment où elle lit un bouquin et ça dit que les yeux de bébé dinosaure, ils ont des pouvoirs magiques et donc voilà. Bébé dinosaure au doigt de Madeleine. Et abracadabra, elle sauve la petite fille. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. L'innocente n'est pas sacrifiée. Quasi fin du film. Des 5 cinéastes principaux de la nouvelle vague... C'est un film sur des Gwyn blanches complètement défoncées, c'est rigolo. Oui, c'est à peu près ça. Par rapport à Truffaut, Godard, Chabrol et Romer, Jacques Rivette est sans doute le plus mystérieux. C'est celui qu'on connaît le moins. Il est né en 1928. Oh la tête, on dirait Jack Nicholson. À Rouen. Il arrive à Paris en 1950 et commence très vite à écrire des articles dans des revues de cinéma. Dans le bulletin du Ciné-Club du Quartier Latin d'abord, en mars 1950, avec un article qui est un véritable coup d'envoi, « Nous ne sommes plus innocents ». Dans celui-ci, Rivette oppose le cinéma des pionniers à celui de leurs successeurs, qui transformèrent l'expérience cinématographique initiale en code et en stéréotypes, et perdirent ainsi le sens de l'univers. Il participe ensuite à la Gazette du cinéma. Son premier article, avec Godard et compagnie, est un éloge de la période américaine de Jean Renoir. Et celui-ci lui permet une tentative de définition du cinéma de Renoir qui semble rétrospectivement une anticipation du sien. Un présent ontologique où tout apparaît, saisi à l'instant même de son apparition, en une incessante dilatation de l'instant. L'instant est capté aux sources, l'univers à sa naissance même. Oula, bon, je sens que cette vidéo va être sportive. Allons-y, let's go. Oula. Le cinéma de Renoir est, je pense, oui. Pour Rivette, la victoire de l'innocence. Une conclusion qui répond au titre de son premier texte et en conjure le fatalisme dans un premier geste dialectique ou magique, puisque Céline et Julie sera aussi, à sa manière, une victoire de l'innocence. Pendant 16 ans, de 1953 à 1969, Rivette rédige ses textes critiques principaux dans les cahiers du cinéma. Il réalise un premier court-métrage en 1956, Le Coup du berger. Et puis, c'est Paris nous appartient, son premier long-métrage, qui sort en 1961. Là, quelque chose commence qui ne s'arrêtera plus. Et déjà l'idée d'un tournage ou d'un film dans lequel le temps ne compte pas. On verra cette ambition prendre une forme beaucoup plus décisive dans son troisième long-métrage, L'amour fou, en 1968. Un film épique de plus de 4 heures, avec Bulogier et Jean-Pierre Calfon. Ah ouais, il fait que des films comme ça, immensément longs. C'est incroyable. Calfon, où alternent des séquences de répétition de théâtre de la troupe menée par Calfon et des scènes intimes où l'homme et la femme se déchirent, se retrouvent, délirent ensemble dans une passion dévorante et finissent par se quitter. Puis c'est Out 1, dans lequel deux Donc ça, c'est le film de 12 heures. Voilà, je vous ai... marginaux, joués par Jean-Pierre Léaud et Juliette Berthaud, enquêtent parallèlement sur une société secrète inspirée par l'histoire des 13 de Balzac et présente dans le Paris des années 70. D'une durée de 13 heures, Out 1 13 heures, pardon. Ne bénéficie alors que d'une projection unique dans sa version originale, au Havre, les 9 et 10 octobre 1971. Ah, c'est tout? Putain, le film, il est juste projeté. Wow. Ah ouais, le lore de cinéma, quoi. Oh, c'est une époque, hein. Une époque où tu trouvais pas sur un truc de torrent ton film, quoi. Potentiellement, il n'était pas fourni en DVD ou en cassette, hein. Fallait le mater le 9 ou le 10. Céline et Julie vont en bateau. Ça devait être incroyable, vous imaginez tous les bandeurs de cinéma
Ils savent que ce soir-là, il faut être là pour voir le film, parce que sinon, il n'y aura plus jamais d'autre occasion de le voir et tout ça. Incroyable. Son 5e long métrage. Dans le dossier de presse, à travers un texte nommé The Last Summer in Paris, l'actrice et co-scénariste du film, Juliette Berthaud, qui joue Céline, raconte la genèse de celui-ci. Le 5e film de Jacques Rivette devait initialement être un film nommé Phénix, situé en 1895, avec Jeanne Moreau dans le rôle de Déborah, une actrice inspirée par Sarah Bernard, et Juliette Berthaud dans le rôle de la jeune Constance. Il devait aussi y avoir Michael Lonsdale, Alain Cuny et Pierre Clémenti, et c'était un film fantastique. Mais le scénario était truffé d'allusions politiques, tant aux anarchistes, Caserio, Ravachol, Bakounine, qu'à la grève de fourmis ou à la montée de l'antisémitisme. Le scénario sera publié en 2002 à l'initiative d'Hélène Frappa dans le recueil 3 films fantômes. Les capitaux nécessaires n'étant pas réunis et les autres acteurs ayant trouvé des engagements ailleurs, Jacques Rivette et Juliette Berthaud se retrouvent au commencement d'un nouvel été comme 2 orphelins dans la ville, dira-t-elle. Jacques et Juliette sont en bateau. Qu'à cela ne tienne, ils vont faire un film sur des personnes qui restent à Paris en été. Nous sommes en 1973. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui reste à Paris en Après, moi, je veux bien rester à Paris en été, à Montmartre. Moi, j'avoue, hein. Moi, je veux dire, tu me proposes un appartement à Montmartre contre le fait de plus jamais prendre de vacances, je prends l'appart. Hein. Désolé, mais les vacances à Montmartre, stylé un peu. En été, de quelqu'un qui part en vacances. Ah oui, Paris-Plage, en plus, ça devient de mieux en mieux. C'est la question que pose Charles Péguy en octobre 1910 dans Victor-Marie Comte-Hugo, un de ses livres les plus bizarres. Victor-Marie Comte-Hugo se donne comme une lettre ouverte à son ami Daniel Halévy suite à une brouille entre les deux hommes. Mais il bifurque progressivement dans une méditation sur Victor Hugo et le nom de pays inventé par celui-ci dans le poème Bouse endormie, Géry-Madette. Puis il bifurque encore dans une analyse des différences entre les styles et les personnalités de Corneille et de Racine. Enfin, il s'achève par l'annonce de la création de 2 partis politiques, le Parti des hommes de 40 ans et le Parti de ceux qui restent à Paris en été. Ok. Péguy explique alors longuement la spécificité Ça me fait rigoler, c'est bien. De ceux qui restent à Paris en été. Paris n'appartient pas seulement à ceux qui se lèvent matin, écrit Péguy, et qui ainsi préparent, avant qu'on soit levé, la campagne, la bataille, la victoire de la journée même. Comme on disait, la journée a été bonne, la journée a été mauvaise, la journée a été gagnée, la journée a été perdue. Heureux temps où les batailles étaient des journées. À ceux qui montent la journée devant le soleil levé. Cela, c'est le vieux jeu, toujours bon. Le premier jeu, l'ancien. Le vieux Balzac, toujours jeune. Voici le perfectionnement, le 2e degré, le 2e jeu. Paris appartient à ceux qui, pendant les mois d'été, préparent la campagne d'hiver. Puis Péguy dit alors à Halévy que si tous deux font partie du premier parti, son ami n'est pas qualifié pour faire partie du second. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, si tu pars pas en vacances, c'est que Paris, ça t'appartient plus que les Parisiens. C'est-à-dire, en vrai, les Parisiens, ils ont une résidence secondaire pour aller en vacances, c'est un peu des faux Parisiens. Alors que toi, t'es là, tu restes là en été, quoi. Il ne fait pas partie de ceux qui restent à Paris en été. Victor-Marie Comte-Hugo a eu beaucoup d'importance pour Jacques Rivette. Il a inspiré jusqu'au titre de son premier long métrage, Paris nous appartient, comme l'exergue qui ouvre celui-ci, Paris n'appartient à personne. En 1990, dans Le Veilleur, l'épisode de Cinéaste de notre temps qui lui est consacré, Serge Danet l'interroge sur ce premier film. Mais Paris nous appartient, il y a le mot appartenir. Qu'est-ce qui t'appartient à toi? Ah, voilà, bien fait. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Hein? Fallait réfléchir avant de faire un film, hein? Qu'est-ce qui appartient à qui que ce soit? Je crois qu'en dehors de sa propre peau et en dehors... et même, est-ce qu'on est vraiment sûr que... Ah voilà, ouais. Ça bafouille, ouais. Pardon, j'écoute pas, c'est juste... Qu'est-ce qui appartient à qui que ce soit? Je crois qu'en dehors de sa propre peau et en dehors... et même, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle nous appartient, qu'on en est le propriétaire? C'est un sentiment qu'on n'a pas toujours, qu'on a parfois et qui... Non, mais je vois ce qu'il veut dire, quoi. Alors, par exemple, vous avez un jardin. Est-ce que c'est vraiment votre jardin? Parce que tu as fait des films, on peut dire, bon, ton œuvre t'appartient, mais même ça, est-ce que tu le dirais? Ça n'appartient pas, ça n'appartient pas. C'est au contraire que s'il y a quelque chose dont on est dépossédé, si j'ose dire, c'est bien les... Oui, mais est-ce qu'on possède vraiment des choses?
choses qu'on... Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme les Indiens? C'est mon grand-père qui disait ça. Qu'on ne devrait pas faire comme les Indiens et tout partager avec tout le monde. Je suis sûr que les Indiens, même eux, ils avaient des choses, ils voulaient pas les partager, mais bon. On devrait faire ça, non? Ce serait bien. On a fait qu'on croit avoir fait et... C'est des choses qui ne nous appartiennent jamais, ni avant, ni pendant, ni après. Dès son premier... Vous faites abolir la propriété privée. Bah, avec ses limites. Genre, imagine, t'es là, t'es chez toi, posé, tu joues à la PS5, tu joues au dernier FIFA, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre chez toi et qui te dit, c'est à mon tour de jouer à FIFA. Toi, t'es en mode, bah non. J'ai envie de jouer à FIFA toute la nuit ce soir-là. Et il te dit, oui, mais maintenant, c'est à moi. T'as envie de faire quoi? Bah, t'as envie de proclamer que la propriété privée, c'est pas si mal, quand même. Premier film, les personnages principaux de Jacques Rivette sont des femmes. Propriété des moyens de production, c'est déjà bien. Propriété privée, on verra après. Propriété privée sur le logement, ça se discute. Oui, bon. Plongé au milieu d'un monde d'hostilité et de danger. Go FIFA à 2, putain, c'est vrai, t'as résolu le problème. Merde. Ce sont des étrangères dans un monde étrange. T'aurais pu régler des guerres avec cet argument, je pense. Dans Paris nous appartient, c'est Anne, une étudiante enquêtant sur un mystérieux morceau de musique. Ah, du coup, je l'ai pas vu, ce film. Puis ce sera Suzanne Simonin dans La Religieuse, en 1966, qui essaye d'échapper à l'ordre religieux dans lequel elle a été placée par sa famille. Claire, qui quitte son compagnon dans L'amour fou en 1968. Frédéric, qui enquête sur la société secrète des 13 dans Out 1 en 1972. Ce sont à chaque fois des femmes seules et leur histoire est tragique. Mais Céline et Julie vont en bateau va changer tout ça. Lorsque Jacques Rivette et Juliette Berthaud se retrouvent au commencement de ce nouvel été, en 1973, ils décident de faire quelque chose de nouveau. Ah, c'est bien, c'est féministe. Il s'est dit, pour une fois, je vais pas faire crever mon héroïne dans d'atroces souffrances. C'est ça? Et Rivette propose à Juliette Berthaud de l'associer à l'actrice Dominique Labourier, qu'il a vue dans Le Petit Théâtre de Jean Renoir. En outre, Dominique Labourier est amie avec Juliette Berthaud. Elle sera co-scénariste et jouera le personnage de Julie. Toujours dans The Last Summer in Paris, Juliette Berthaud évoque les séances d'écriture. Nous lancions dans l'air liquéfié les premières planches d'un radeau qui allait, au gré du temps et du courant, se transformer en bateau de plaisance, en galère et en sous-marin vert, pour terminer dans une barque de l'éternel retour qui aurait croisé le bateau pirate des révoltés du Bounty, dans les eaux calmes et coléreuses du fleuve sauvage qui aurait pu être le Styx. Ouais, beaucoup de références là. L'éternel retour, oui bon. Juliette J'ai pas envie de vous réexpliquer ça. Berthaud et Dominique Labourier écrivent l'histoire de leurs personnages ensemble. Ça vient d'où cette émote mouf ouf? Bah ça vient de moi. Puis Rivette leur associe un co-scénariste, Eduardo Di Gregorio. Les premières semaines, l'enjeu du scénario est, toujours selon Berthaud, de réduire dans une histoire d'1h50 tous les personnages féminins du cinéma. Ah ouais. Nous réglions des comptes avec le mythe du cinéma, dit aussi Juliette Berthaud. Toujours des grandes ambitions les cinéastes. Hein. Et soudain, pendant les séances d'écriture, Juliette et Dominique commencent à évoquer une maison mystérieuse, la maison du 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes. Rivette décide alors de lui consacrer un traitement à part, avec 2 actrices et co-scénaristes qui écriront leurs scènes de leur côté, Bulogier et Marie-France Pizier. Et pendant que Berthaud et Labourier imaginent le récit de Céline Bulogier et Marie-France Ah, elle ressemble à une meuf que je connais, mais c'est pas elle. Pizier. Et pendant que Berthaud et Labourier imaginent le récit de Céline et Julie, Ogier et Pizier, épaulés à leur tour par Eduardo Di Gregorio, rédigent les épisodes de la maison de la rue du Nadir aux Pommes. Dans son texte pour le dossier de presse... Non mais vous la connaissez pas, c'est une doubleuse de film. Vers un lac immobile où 2 bateaux se croisent, Marie-France Pizier expliquera. Ce n'est pas par hasard que Camille et Sophie sont les prénoms des 2 petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Céline et Julie, comédiennes d'aujourd'hui, confrontées à leur passé, à leur histoire de comédienne, petites filles aimantes, haineuses de Marlène Dietrich, de Jane Tierney et de tant d'autres, vont se révolter. Le récit coécrit par Bulogier, Marie-France Pizier et Eduardo Di Gregorio reprend la trame d'un roman de Henry James, L'autre maison, mais son synopsis est transformé. Dans le roman de James, l'une des 2 prétendantes du monsieur veuf assassine la fille de celui-ci en la noyant, comptant accuser l'autre du meurtre. Mais elle échoue, car le médecin attribue la noyade à une mort naturelle et le monsieur veuf épouse l'autre femme. Dans le récit raconté en morceaux dans Céline et Julie et recomposé lentement au fil des visionnages, on ne saura jamais qui des 2 prétendantes a tué la petite fille. Mais alors c'est quoi un peu le côté féministe, c'est quoi? C'est qu'au final, par le pouvoir de la magie, elles arrivent à faire sortir la gamine de la violence masculine, de cet homme qui domine le foyer et qui crée des tensions internes entre les femmes, qui vont créer des vengeances et tout ça.
Alors que la vérité, c'est qu'elle pourrait se brouter le minou en non-mixité en coloc. En outre, ce que Céline et Julie décident de mettre en avant, c'est la vaine absurdité de la guerre entre les deux femmes. Une absurdité mise en miroir de la joie complice de Céline et de Julie. Dans la maison du Nadir aux pommes, Céline et Julie se confrontent au monde qu'elles ont quitté, le vieux monde, celui du patriarcat, de la rivalité féminine et de la domination de classe. Un monde sublimé naguère par Hollywood, mais qui désormais sent la naphtaline. Choisissez mal votre jour pour tenter de séduire Olivier. Ah ça, pour sentir la naphtaline, je me suis endormi, oui. Voilà, je me suis endormi à peu près à ce moment où elle baille, quoi. Juliette Berthaud est née le 16 janvier 1947 à Grenoble. Avant Céline et Julie vont en bateau, elle avait été remarquée dans les films de Jean-Luc Godard. C'est pas un peu pour les bourgeois? Oh, c'est le Paris des années 70. Enfin, comment pouvez-vous dire ça? Je ne comprends pas. C'est le bon Paris, le grand Paris qui rayonnait avec ses films de 12 heures à l'étranger. Les Américains en raffolaient. La revue des cinémas, Godard, son article. Croyez-moi bien que les Américains, ils en raffolaient. Hein? Tous leurs films, là, ils viennent pas de nulle part. Vous croyez qui les a inspirés? C'est nous, c'est Paris. Comme La Chinoise ou Le Guet. Ça va, les bourgeois, là, 2 minutes. Savoir. Après, oui, il faut avoir du temps pour regarder un film de 12 heures, mais oui. Et dans Out 1 de Jacques Rivette. Après Céline et Julie vont en bateau, Juliette Berthaud ne sera pas seulement actrice, mais également cinéaste et poétesse. C'était annoncé à la fin de son texte du dossier de presse, The Last Summer in Paris. Après avoir évoqué ces 2 maîtres, Godard, le savant fou qui a ouvert ma voie cinématographique, et Rivette, le magicien, Last Samurai, Juliette Berthaud écrit « Je n'ai plus ni Dieu ni maître, je vais essayer de tirer les leçons de mes 2 éminents professeurs et partir à ma propre recherche de ma propre créativité. » Sa propre créativité s'exprime... Putain, ça c'est la phrase de quelqu'un qui sort du savoir-verse. Tout d'abord dans des textes publiés dans des revues. Sorcières, subjectifs. Comme Céline et Julie vont en bateau, les textes de Juliette Berthaud sont remplis de poupées, de chats, de souvenirs d'enfance, d'images de stars hollywoodiennes et de réminiscences d'Alice au Pays des Merveilles. Puis elle publie un très grand livre en 1977, La fille au talon d'argile. Vers la fin de celui-ci, Berthaud a des phrases visionnaires sur un féminisme à venir. Le pouvoir des femmes n'existera pas car elles refusent le pouvoir. Elles de la terre, les Amazones du plaisir et de la jouissance, guerrières du bonheur, de la paix. Ah non, bah ça m'emmerde comme, voilà, bah moi je suis pas d'accord avec ça, c'est bon. Hein. Elles refusent le pouvoir. Et oh, et gros, elles sont pas toutes anarchistes, c'est bon. Juliette Berthaud s'est exprimée. Elles peuvent prendre le pouvoir aussi. Quelques fois sur le féminisme, mais à ma connaissance, jamais aussi clairement que dans un entretien à Marie-Claire, que la journaliste Lucienne Mardor a titré « Le féminisme, c'est moi ». Dans celui-ci, Juliette Berthaud dit « Le féminisme, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux plus savoir ce que c'est, parce que c'est trop à la mode et que je n'aime pas les modes. C'est utilisé comme une étiquette, et moi les étiquettes, j'ai passé mon temps à les arracher. Le féminisme, ce qui est dur, c'est qu'on l'adule ou on le rejette, c'est injuste. Le féminisme est nécessaire. » Ah, comme quoi, dès les années 70, hein. Les rapports de jalousie entre femmes... Bah, bien sûr, déjà. Le courant des années 70, ça a été ça au niveau du féminisme, bien sûr. S'explique par la course à l'apparence dite féminine. C'est la joie des hommes et c'est ma tristesse. Je suis contre la servilité, l'esclavagisme. Et Juliette Berthaud... Oui, bon, bah vous aimez quand même être féminine, ça va. Après, elle a raison. Mais faites-le pour vous. Maquillez-vous pour vous, c'est pour le plaisir personnel. Après, on est tous aliénés. Bien sûr, quand on met des talons et qu'on marche difficilement et qu'on se casse la gueule dans la rue sur les pavés, bon, on sait qu'on est un peu masochiste. Mais c'est pas grave. C'est bien d'être aliéné aussi. Laissez-moi. Moi, je fais ça, j'ai le droit. Deux fois sur l'élaboration de Céline et Julie vont en bateau, mais à ma connaissance, jamais aussi bien que dans le film Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig. C'est à ce moment-là qu'on a fait Céline et Julie nous-mêmes, disons que c'est un film vraiment de filles. Même si Jacques, qui est une fille en fait à ce niveau-là, qui a une sensibilité, qui n'a pas eu l'attitude d'un homme, qui nous a laissé absolument créer, écrire, improviser, faire absolument... Merci Clotilde. Quand même, vieux man, merci pour les 6 balles, merci beaucoup. Oui, donc là, c'est elle qui parle du film 3 ans après. Voilà, contexte.
C'est Jacques qui est une fille, en fait, à ce niveau-là, qui a une sensibilité, qui n'a pas eu l'attitude d'un homme, qui nous a laissé absolument créer, écrire, improviser, faire absolument... Il a été là comme, disons, presque comme une machine, comme la caméra est là. Il n'a pas été là en tant qu'homme. Le seul moment où il a été, c'est quand il a imposé les autres personnages, parce que nous, on voulait rester sur 2 filles. Oui, donc ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'à la différence d'autres cinéastes, Jacques Rivette, il a été cool parce qu'il les a laissés improviser, utiliser leur talent et faire comme elles avaient envie. Et lui, il n'était qu'une caméra qui captait ce qui se passait. Elle est en train de dire, bah, c'est quand même... genre, c'est presque une femme, bon, ça se discute, mais c'est presque une femme par rapport aux autres hommes. On n'a pas d'argent, rien, 2 filles entre elles. Puis, à partir du début des années 80, Juliette Berthaud va devenir réalisatrice de films. Ce sera Neige tout d'abord, co-réalisé avec Jean-Henri Roger en 1981. Juliette Berthaud y joue Anita, une patronne de bar au grand cœur que sa générosité pour les grandes âmes junkies de son quartier va entraîner dans une confrontation tragique avec des flics sans... J'aime bien son visage, elle a un côté chien battu. J'aime bien les visages comme ça. Foi ni loi. Neige est un film policier qui est bien plus qu'un film policier. C'est un film politique visionnaire sur ce que va devenir Pigalle dans les années 80. Comme le dit Pierre Thévagnan, gentrification, nettoyage social et racial, via la drogue, le deal, la police, la guerre à la drogue et à la bavure, Neige montre en fait une foule de choses qui s'amorcent en 1980 et qui mettront une décennie à triompher, et le montre avec une simplicité, une efficacité, une économie de moyens impressionnante. Puis c'est Cap Canaille en 1982, toujours co-signé par Jean-Henri Roger. Un film politique sur les incendies de forêt provoqués par les promoteurs immobiliers. Comme Neige, le film montre une foule de choses qui s'amorcent en 1980 et qui mettront une décennie à triompher, en particulier les magouilles immobilières dans le Var, qui culmineront publiquement dans l'affaire Yann Pia dans les années 90. Juliette Berthaud y joue Paula, la fille d'un membre de la pègre qui rentre en guerre contre ceux qui ont brûlé sa forêt. Enfin, ce sera Havre, en 1986, le seul des 3 films qui ne soit pas co-réalisé par Jean-Henri Roger, mais uniquement par elle. C'est le plus étonnant des 3, le plus libre et le plus visionnaire, et le seul où elle ne joue pas. Havre, pour reprendre les mots de Pierre Thévagnan, annonce à nouveau une foule de choses qui s'amorcent en 1980, mais qui mettront, elles, pas 10 ou 20 ans, mais carrément 30 ou 40 à apparaître. Havre se passe parmi les dockers. 2 nouvelles spiritualités s'y opposent. La croyance régénératrice, une secte misogyne, raciste et sexophobe qui annonce les incels 35 ans en avance. Cette secte fait la guerre à Lily. Incroyable. Le film, il a l'air... Jeune sorcière blanche, jouée par Frédéric Jamet, la nièce de Juliette Berthaud. Lily vient de perdre son petit ami, Pablo. Wokisme, oui. Un geek avant l'heure qui travaillait sur un jeu vidéo. Le jeu vidéo est inachevé, mais il a laissé des instructions avant de mourir que décrypte un enfant, Polo. Et on ne sait pas si on est dans les années 80. Son jeu vidéo imite le récit initiatique de Lily ou si c'est elle qui le précède. Pablo revient en fantôme dans le film jusqu'au moment où Lily brûle toutes ses images dans un grand feu. Dans le rôle du docteur Digitalis, on voit le cinéaste Joris Ivens. Sexophobe. Sexophobe, en fait, ce que veut dire Vieuxman, c'est les gens qui sont, comment dire, qui ont une répugnance pour l'acte sexuel, qui essayent de le cadrer, tu vois, genre c'est missionnaire et rien d'autre. Donc ce qui veut dire par sexophobie, c'est tout l'imaginaire sexuel qui est réprimé, mal vu, tu vois, c'est ça. Grand feu. Dans le rôle du docteur... Je dis ça parce que c'est un truc qu'il dit aussi vis-à-vis des gnostiques, enfin pas que les gnostiques sont sexophobes, mais qu'ils ne l'étaient pas à la différence de l'Église, donc c'est pour ça que je comprends ce qu'il veut dire, bref. Digitalis, on voit le cinéaste Joris Ivens féliciter Lily d'avoir brûlé les images. Et puritain, pas puceau, puritain, ouais. Lui dire... Le mot, ça n'a pas la fin. Après, incel... Mais du coup, est-ce que les incels sont puritains? Non. Parce que du coup, c'est vrai que si Vieuxman veut dire que les incels sont puritains, pas vraiment ça. Les incels veulent faire du sale. Hein. Alors là, quand tu vois ce qui se dit sur des forums, justement, vu qu'ils ont la haine, ils ont envie de faire du sale. Ils ont envie de faire des choses qu'ils considèrent interdites. Moi, c'est qu'à nouveau... Mais c'est vrai qu'ils ont la haine des femmes de par leur libération sexuelle aussi. Comme un long voyage. C'est vrai que le Havre, là, le film, là, il a l'air particulier. Féliciter Lily d'avoir brûlé les images et lui dire... Le mort, ça n'a pas la fin. La mort, c'est qu'un nouveau commencement. Comme un long voyage et une longue promenade la nuit, quand je cherche les plantes, près de la nature.
Havre ne ressemble à rien. J'ai rien compris. Connu. il mange, il est en train de manger ses dents là. Entièrement ésotérique, magique, à la fois enfantin et extrêmement cru, spiritualiste et révolutionnaire. Havre est le film que Céline aurait pu réaliser. Mais oui, tu peux vouloir faire du sale dans ta tête et te comporter comme un putain de puritain en société. Oui. C'est pas antinomique. Juliette Berthaud meurt beaucoup trop tôt, en 1990. Oh non, elle est morte, mais regardez, en plus, vraiment, son visage de chien battu, elle est jolie, hein, j'aime bien. Elle n'avait pas encore 43 ans. François Truffaut avait dit que la règle du jeu était pour sa génération le film des films. Céline et Julie vont en bateau est peut-être celui de la nôtre. Parce que c'est celui à partir duquel tout se met à changer de sens. Dans Céline et Julie vont en bateau, tout d'abord, les femmes cessent de se percevoir comme des rivales. Et le film aborde, peut-être pour la première fois, la question d'une spiritualité politique émancipatrice qui puisse naître de cette révolution dans les relations entre femmes. C'est-à-dire la magie, le fait de tirer les cartes et tout. Soit la question du partage du pouvoir magique et d'une spiritualité non hiérarchisée. Bon, après, moi j'aime bien le côté spirituel, mais bon, c'est vrai que quand j'ai une féministe sur Twitter qui pour la 100e fois parle de l'horoscope, je suis en mode oui bon, c'est bon. Et puis ça va, hein. Ça va, hein. On leur réclame d'être un peu plus solide sur l'antiracisme et tout, et elle nous parle de l'horoscope. Et c'est bon, hein. Moi, je veux bien qu'elles aient une spiritualité un peu sorcière, machin, mais au moins qu'elles sachent se renseigner sur d'autres sujets, quoi. Parce que sinon, ça va, hein, c'est bon. Nous sommes pas loin du communisme magique dont Buffy contre les vampires dressera le portrait dans les années 90 et 2000, ou de la sororité des livres de Chloé Delhomme, comme Les Sorcières de la République ou Mes très chères sœurs. Le lien entre Buffy et Céline et Julie est d'autant plus évident que les Phantom Ladies, à l'instar de la tueuse de vampires, et à la différence de tant de récits fantastiques passionnants, mais profondément conservateurs dans les peurs qu'ils métaphorisent, luttent contre des figures du mal qui ne sont pas des figures de la marginalité, mais de la domination. Dans Buffy, c'est le maître, le petit ami abusif, le maire de la ville, le complexe militaro-industriel ou la star. Dans Céline et Julie, c'est le capitalisme, le patriarcat, la rivalité entre femmes, mais aussi le rationalisme et la culture académique. Attendez, je vous pose une question, le chat. C'est long, Buffy, ou pas? Il y a combien de saisons, d'épisodes et tout? J'ai jamais vu Buffy, moi. Ma sœur, elle regardait à la télé. J'ai vu quelques épisodes comme ça, mais j'ai jamais suivi. 7 saisons. Ah ouais. Ah ouais, c'est gros. 7 fois 25. Ah ouais, bon. Oh, la flemme. La flemme de regarder. C'est parce qu'à chaque fois, il me tente à me mettre à mater Buffy. Déjà, il faut que je regarde Twin Peaks. C'est vrai, ça. Je m'étais arrêté saison 1, épisode 8. Ou je sais plus. Comme ça. Patriarcat, la rivalité entre femmes, mais aussi le rationalisme et la culture académique. Un autre point commun entre Buffy et Céline et Julie est la place du rire. Comme les zombies de la rue du Nadir aux pommes, les vampires et les démons de Buffy ont la rigidité intellectuelle des pasteurs évangéliques ou des militants républicains. Merci Lex Tutor pour le raid, bienvenue pour cette fin de nuit, cette terminaison de nuit, bienvenue sur ce stream. On finit la vidéo de Vieuxman qui parle de féminisme et de magie, et qui parle d'un film féministe des années 70. Voilà. Installez-vous, j'espère que ça s'est bien passé, oui. Et leurs disciples sont souvent des moines ou des prêtres. Avec l'opposition récurrente du héros sérieux et du méchant rigolard, comme Batman et le Joker par exemple, dans Buffy comme dans Céline et Julie, ce sont les méchants qui sont sentencieux et solennels, les bons, eux, déconnent à plein tube. Céline et Julie vont en bateau a d'ailleurs influencé un très grand film féministe déconneur. Miso et Mazo vont en bateau, réalisé en 1976 par une sororité composée de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Johanna Weder et Nadja Ringard. Non mais attendez, ce que vous contestez, c'est l'esprit créateur de la femme. Mazo et Mison vont en bateau. Ce que je conteste, c'est l'esprit créateur de la femme. La femme a peut-être trop d'imagination. Lorsqu'elle fait un plat, lorsqu'elle veut faire un grand plat, eh ben, elle ne suit pas la recette classique, alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner, vous comprenez? Et ça, c'est terrible en cuisine. Une femme ne réussit jamais 2 fois le même plat. Ça, c'est pas possible. Oh là là, oh là là, le ton de l'époque. Aïe aïe aïe. Que les conditions dans lesquelles on fait la cuisine. Ah mais c'est qui elle? C'est Badinter, non? Quand on est un non grand chef dans un grand restaurant, sont presque intolérables physiquement pour une femme. C'est tout à fait vrai. Le film montre les 4 femmes en train de regarder Françoise Giroud et Bernard Pivot pontifier sur la journée de la femme et se foutre joyeusement de leur gueule. Delphine de Thon en avait immédiatement parlé dans ses lundis de Delphine de Thon du 22 mars 1976. Ah, c'est beau voir, ok.
Françoise Giroud, les auteurs de Mazo et Miso ne s'en soucient pas plus que vous. Rassurez-vous. Ce qui les intéresse, c'est son discours de femme ministre dans la société aux mains des hommes. Discours dominant, typique du discours collabo. Delphine de Thon est évidemment un spectateur de Céline et Julie vont en bateau. Et dans les lundis de Delphine de Thon du 29 septembre... Non, c'est Giroud, mais non, Giroud, c'est un footballeur. 1974, Palomar et Zygomar sont rivaux en amour. Il avait comparé le film à Louise Buñuel et à Sacha Guitry. C'est comme dans Buñuel, c'est de la narration qui fout en l'air le système narratif et qui en même temps se donne tous les plaisirs de la narration. C'est comme dans Sacha Guitry, c'est fait pour les acteurs et d'ailleurs, comme dans Sacha Guitry, qui était la plupart du temps son propre acteur, ça a été fait par les acteurs. Avec Céline et Julie vont en bateau, Dominique Labourié et Juliette Berthaud sont entrés au panthéon des cinéphiles. Enfin, Delphine Seyrig est évidemment une spectatrice de Céline et Julie vont en bateau. Et en 1975, elle avait déjà invité Juliette Berthaud dans son film « Sois belle et tais-toi », un film où elle pose à chaque actrice la question suivante. Vous, actrice femme, est-il arrivé d'avoir à jouer des scènes chaleureuses avec d'autres femmes? On a pu s'apercevoir, par exemple, que... Ouais, c'est une vraie question, ça. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est ce dont se plaignait aussi Corinne Maziero. Elle disait, moi, j'ai pas envie de jouer les femmes d'eux, ou les mères d'eux, ou les sœurs d'eux. Même si dans De rouille et d'os, c'est ce qu'elle a fait. En même temps, elle a bien fait, parce que c'est ce qui l'a fait exploser aussi. Hein. Avec l'autre film avant, je sais plus... Mais c'est une vraie question, c'est vrai. Hein. Généralement, les femmes dans les scénarios, c'est des femmes d'eux, des filles d'eux, des machins d'eux, et elles s'embrouillent entre elles, ou bon, voilà, et puis elles ont pas d'aventure entre elles, quoi. Bon, du coup, pas forcément Gwyn, ouais, c'est la blague, c'est une blague, c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour, voilà. Mais c'est quand même sacrément Gwyn de suivre une meuf jusque chez elle dans tout Paris, mais bon. Et jouer des scènes entre femmes, très rarement amicales. Qu'on jouait surtout des scènes de conflit et où on s'arrache les cheveux, où on rivalise, etc. Et que finalement, on avait très rarement l'occasion de jouer des scènes chaleureuses entre d'amitié, chaleureuses entre femmes, oui. Et là, qu'est-ce que vous en faites de ces bandes? Vous avez un stock formidable et vous... Nous avons un collectif de diffusion qui s'appelle Mon... C'est vrai que dans les vieux films, les femmes, c'est les pires des araignées. Genre, elles sont là, elles se battent dans la toile, elles sont comme ça, tout le temps. Et la femme fatale, bien évidemment, c'est la veuve noire. C'est celle qui les pique toutes et elles sont toutes couchées, quoi, c'est ça. Dans les films, soit une femme et la femme d'eux, la fille d'eux, soit elle cherche un mec, oui. Vous avez un stock formidable et vous... Ou alors un mec la trouve. C'est plus souvent ça. Moi, je trouve que c'est même l'inverse. C'est pas elle cherche un mec, c'est qu'elle est trouvée par un mec. Faut oublier qu'on est dans le culte du viol et tout ça, quoi. Bon, voilà. Bon bref, non mais là j'accentue, mais il y a toujours ce truc de c'est le mec qui vient chercher, tu vois. Nous avons un collectif de diffusion qui s'appelle Mon œil. Une question qui s'est transformée plus tard sous le nom du test de Bechdel. Ah oui, mais oui, c'est ça, vous disiez test de Bechdel, oui. Test inspiré par une bande dessinée d'Alison Bechdel, parue en 1985. La règle, où la dessinatrice représentait une discussion sur le cinéma entre elle et son amie Liz Wallace au sortir d'une séance de film. Une question qu'elle pourrait se poser sur n'importe quel film et obtiendrait dans 99% des cas une réponse négative. Ce film, lui demande alors Wallace, présente-t-il ne serait-ce qu'une scène où deux femmes sont amies, parlent entre elles et parlent d'autre chose que d'un homme? Ne serait-ce qu'une seule scène. Céline et Julie vont en bateau n'en présentent pas qu'une seule scène. Bah c'est tout le film, quoi. Ce sont toutes les scènes du film qui passent le test de Bechdel. Bravo! Dans son essai « Un bateau ivre », Faisal Riyad propose l'hypothèse que Madeleine soit Céline jeune. Julie reviendrait donc sauver Madeleine en sa compagnie, un peu comme dans Mulholland Drive, Diane et Camilla retournent ensemble sous les identités de Betty et Rita dans la maison qui contient le corps de Diane en putréfaction. Une autre hypothèse, c'est que Madeleine soit l'enfant qui naisse de l'amitié de Céline et Julie. C'est un enfant qui est le troisième terme de la relation. Oui, l'amitié. Entre les deux copines. Toutes les amitiés fonctionnent la PM. Comme des noces chimiques. La PM amitié, bien sûr. Julie, c'est le souffle, le fixe, la lenteur, la rugosité de la réalité matérielle, mais également sa force, d'où son association au tigre du Bengale. Céline, c'est le mercure, l'agent universel. Elle est volatile, liquide, gazeuse, vif-argent. D'où l'importance chez elle du boa, du serpent. J'avais un boa con qui t'adore. Non. Un boa con qui t'adore. Oui, un boa con qui m'adorait, quoi. Julie la tigresse, seule, est lourde, pesante, résignée, triste.
Céline le serpent, seule, est folle, perdue, furieuse, dangereuse. La tigresse a besoin du serpent pour transformer son temps de plomb en âge d'or. Le serpent a besoin de la tigresse pour fixer son esprit volatile et onirique dans une forme qui puisse durer. Et Madeleine est le produit de leurs noces. En sauvant la petite fille, Céline et Julie sauvent non seulement leur amitié, mais elles transforment leur réalité en ressuscitant leur enfance. Ah, c'est un peu ça, la métaphore du film, ok. En fait, ça veut dire que la gamine, elle finit tuée parce qu'elle est exposée à un milieu où des femmes se font la concurrence pour séduire un homme toxique. Et que du coup, quand elle meurt, c'est un peu la métaphore de l'innocence de l'enfant qui devient petite fille et socialisée en tant que femme. Et donc, en fait, elle la sorte de là parce qu'elle lui préserve son innocence et de lui dire non, tu ne seras pas aussitôt... Je rentre dans... Oui, c'est logique. Bah, ça fait sens. Après, c'est pas forcément... Mais la métaphore se tient. Adeline, Parce que Céline et Julie n'ont pas renoncé à l'innocence. Au contraire, Céline et Julie luttent pour sauver l'innocence dans ce monde d'adultes salauds et coupables. Tout le long du film, ce qui donne à celui-ci son incomparable charme, elles se comportent très précisément comme des petites filles. Et elles ont des goûts à la fois populaires et marginaux. Oh, il est tout cassé. Il est tout en morceaux. Je vais tout le gober. Hein? Non, surtout pas malheureuse. Le combat de Céline et Julie, c'est le combat de l'émancipation féminine contre la féminité stéréotypée, le combat de la culture magique contre la rationalité, le combat de la culture pop contre la culture académique. Et c'est le récit de leur victoire, mais ce n'est pas exactement ça, la fin du film. Bah moi, je pense que l'une des plus grandes victoires... Le récit de leur victoire... Ce serait d'acheter un ventilateur pour vieux man, une clim, blast, pitié. Regardez, le pauvre, il est en souffrance. Regardez-le, il est en train de fondre. Question intéressante, le test de Bechdel permet de vraiment se rendre compte de l'invisibilisation des femmes très présentes dans les œuvres de fiction. Ouais, bah oui. Mais peut limiter aussi la lecture d'œuvres qui prennent un point de vue peu conventionnel sur la question. Oui. Je pense par exemple à des œuvres de science-fiction qui mettent en scène une société considérant le genre très différemment, par exemple à cause d'augmentation humaine ou de clonage. Oui, ou alors regarde, par exemple, tu pourrais très bien avoir un film de vengeance où il y a deux femmes, pendant tout le film, elles parlent de comment elles veulent se venger d'un mec. Et elles sont en mode, elles ont l'ascendant, c'est elles qui vont se venger, tu vois. Elles sont un angle un peu vengeance féministe ou je sais pas quoi. Reste qu'elles parlent d'un mec. Mais du coup, où est-ce qu'on met ce film, tu vois? Enfin... Mais ce n'est pas exactement ça, la fin du film. Parce qu'au moment où cela... Mais le test reste dans sa majorité très utile pour l'ensemble des films, c'est sûr. Apparaît dans Céline et Julie vont en bateau, c'est au moment du très... Oh là là, mais ça grésille à la fin, 39 minutes 44, oui, grésillement à la fin. Historique, restauré à la session précédente, 39 minutes 44, oui. Parce qu'au moment où cela apparaît dans Céline et Julie vont en bateau, c'est au moment du très grand retour en arrière. 1974, c'est l'année de la fin de la pop culture triomphante. Et comme les mêmes modes reviennent tous les 20 ans, le monde académique est en train de revenir. C'est pourquoi la victoire de Céline et Julie sur la maison du 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes est réelle, mais hélas, provisoire. C'est l'autre fin du film. Alors que sur un lac immobile qui rappelle le passage vers l'au-delà des anciens Égyptiens, Céline, Julie et Madeleine s'éloignent, les trois protagonistes de la rue du Nadir... Ah, mais c'est pour ça, du coup j'ai pas vu la fin, mais elles partent en bateau. aux Pommes reviennent dans la peau des oppresseurs de demain. Et du coup, le bateau, c'est un peu la métaphore de... Un petit paradis séparé par les flots du monde et de sa matérialité, et un peu ça. Ah mais du coup il y a le couple, ok. Le bateau, c'est un peu un huis clos. Tout est à refaire. Et c'est l'autre sens de l'omniprésence de Montmartre dans le film. Montmartre n'est pas que le zénith de Paris et le lieu de son baptême, square Suzanne Buisson. C'est aussi la colline où fut bâti le Sacré-Cœur, symbole de la répression sanglante de la Commune, des massacres décidés par l'ignoble Auguste Thiers. Le Sacré-Cœur qui... sanglante de la Commune, des massacres décidés par l'ignoble Auguste... J'avais pas vu sa tête, mais on dirait un Pokémon. Un Pokémon de type caillou.
mais un peu cool, parce qu'il a un peu une mèche, genre, c'est un caillou cool. Genre, ça pourrait être son nom. Caillou cool. Mais un peu strict. Strict caillou cool. De tiers. Bon, j'arrête. Le Sacré-Cœur qui domine Paris et qui est encore aujourd'hui visité quotidiennement et admiré par les touristes, encore absents à l'époque de Céline et Julie vont en bateau. La maison du 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes, ce n'est pas seulement le monde du passé, c'est aussi un monde qui va revenir. C'est le Sacré-Cœur de l'ère glorieuse qui va des mouvements de la jeunesse à l'année 1974. Et Céline n'est pas que le film de 1974, c'est le film de l'après 1974. Il ne nous parle pas seulement du monde contre lequel Céline et Julie sont battus et ont triomphé, il nous raconte également le monde contre lequel nous allons devoir nous battre et contre lequel nous nous battons encore aujourd'hui. Mieux, il nous dit comment nous battre. Le patriarcat contre lui. Et donc comment se battre contre lui? Il faut protéger les enfants et garder leur innocence. En vrai, ça se tient. C'est vrai, c'est vrai. Donc le patriarcat, c'est l'ennemi. Et l'innocence des enfants sexualisés et dont leurs comportements sont trop fliqués trop tôt, c'est ça qu'il faut protéger. Voilà, c'est déjà un peu mieux que d'élever les petits garçons comme des petites filles. Hein, déjà un meilleur projet. Et pourtant, c'était le projet des années 70. Hein. Comme quoi les féministes, hein, il y en a certaines, elles sont à la masse. Hein. Désolé. Hein. Moi, ça me déprime. Hein. Ouais. En même temps, au pays de racisme, faut pas s'étonner qu'on ait des féministes borderline. En vrai, ça marche très bien pour des films qui prennent place dans notre monde et racontent des histoires un peu réalistes. Il existe d'ailleurs des versions raciales et queer de ce test. Oui, bah oui. M'étonne pas. Ouais, mais du coup, après, faut pas... En fait, je comprends l'intérêt de ces tests, mais si tu commences à combiner test racial, test queer, test de Bechdel, là, Becherel, je sais pas quoi, tu te retrouves avec des films qui veulent être inclusifs dans tout, en tout point. Et spoiler, en fait, il n'y a pas besoin, en fait. C'est bon. Pas bon. Nous dit Céline et Julie, c'est que la véritable tradition, ce n'est pas eux. La tradition, c'est nous. La culture académique, son théâtre de l'Odéon, son système de domination, ses vieilles manières et son vieux cinéma se moquent du monde quand elle se présente comme une culture traditionnelle. La culture populaire est notre véritable culture. Et elle l'a toujours été. La pop de Céline et Julie et de toutes les œuvres révolutionnaires, c'est le folklore. C'est la relation la plus réelle que nous puissions avoir avec l'authentique spiritualité traditionnelle, Carnaval. Ouais, mais est-ce que la culture académique, elle n'existe que parce qu'elle se prétend traditionnelle? Ou est-ce que c'est pas simplement parce qu'au bout d'un moment, avec l'accumulation des références, des analyses et des exégèses, on parle d'un capital culturel qu'il faut assimiler pour pouvoir parler à partir d'une classe, à une certaine classe, à un certain groupe, à certains initiés, qui font qu'on entre dans le côté crypto-linguistique de l'imaginaire académique. En fait, la question que je me pose, c'est dans son analyse. En gros, il dit « Notre culture, c'est la culture populaire ». Mais un des traits de la culture populaire, c'est aussi le divertissement. Est-ce que tous ceux qui le consomment font l'exégèse du divertissement? Je sais pas. En fait, ça s'appelle l'élitisme. Ouais, mais du coup, en fait, est-ce que il est pas pour autant académicien dans sa démarche, vieux man? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'académique dans la manière dont il prend grand soin de tisser des références? Après, ça veut pas dire contre son camp, tu vois. Il peut très bien être capable de le critiquer et en même temps en faire partie. Après, il a un amour de la culture populaire et il s'intéresse aussi à des œuvres de la culture populaire. Mais bon, je lui avais dit aussi d'aller regarder des mangas. C'est quand même des films d'une autre époque. Et en même temps, bon, chacun vit avec son temps. Hein. On a le droit d'aimer son temps, le temps qu'on a fait quand on était jeune aussi. Peut-être que nous, on sera des vieux cons. Quand on sera en 2050, 2060, on sera là, on sera vieux et on dira à mon époque, il y avait Shingeki no Kyojin. C'était bien mieux que toutes ces merdes. Voilà. Céline et Julie vont en bateau nous racontent une histoire que nous connaissons mais que nous avions oubliée. Celle de notre nature magique, de notre être spirituel, privé d'action par le pouvoir, perdu souvent dans de mauvais combats au profit de ceux qui nous dominent, mais qui peut et doit se réveiller.
le combat immémorial de Carnaval contre Hollywood. Certes, alors que sur un lac immobile, Céline, Julie et Madeleine s'éloignent, les 3 protagonistes de la rue du Nadir aux Pommes reviennent. Et le combat contre le pouvoir des zombies est encore à reprendre. Mais cette fois-ci, nous ne nous ferons plus avoir par leurs vieux mensonges, leur fausse spiritualité et leur politique pourrie. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film. Let's go, bravo, féministe vieux man, bravo, féministe girl boss. Film et rendez-vous en septembre pour la 2e saison. Dans celle-ci, nous explorerons enfin certains des films que vous nous avez conseillés dans les commentaires, en particulier, oui, c'est promis, Stalker et Solaris d'Andrei Tarkovsky. Si vous avez aimé cet exercice méthodique de magie pratique, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Rendez-vous en septembre. Let's go, bon bah merde, c'est les vacances, pas d'épisode. Solaris. Apparemment c'est bien ça, Solaris, mais je l'ai pas vu non plus. Putain, mon plaisir jusque-là, c'est qu'il n'y a aucun film dont il parle que j'ai vu. Du coup, mon plaisir, c'est de les découvrir. Tarkovsky, let's go. Ok, let's go. Je l'aime tant. Ok, ok. Il y a 2 versions. Il redevient stylé qu'elle soit que putain, je me chie dessus de joie. Bah, il est très stylé, mais il voilà, transpire beaucoup, hein. Et ouais, c'est vrai que ça le change, hein, les cheveux comme ça. Il a l'air plus... On a l'impression qu'il se tient un peu plus droit avec les cheveux comme ça. Bon bref, pourquoi je critique, c'est... Bon, voilà. C'est un homme de bon goût dans tous les cas. Hein. Avec son beau costard vin rouge, là. Ça m'a donné envie de boire du vin. Voilà. Bon,